Bonjour et bonsoir à tout le monde et bienvenue au Forum communautaire de mise en œuvre comment les pratiques à haut impact dans la planification familiale sont appliquées à travers le Nexus humanitaire développement. Dans ce forum, nous aurons deux tables rondes sur les pratiques à haut impact dans deux salles différentes de Zoom. Les deux discussions se déroulent entièrement en français. Donc, si vous voulez discuter de l'intégration des services de planification familiale, ajoutez le chiffre 1 devant votre nom dans la liste des participants. Les participants à la table ronde sur l'intégration resteront dans cette salle principale. Si vous souhaitez discuter de santé numérique, ajoutez le chiffre 2 devant votre nom sur la liste des participants. Et la table ronde sur la santé numérique se tiendra dans une autre salle, une salle d'atelier. Pour ceux qui ne savent pas comment modifier votre nom, il faut cliquer sur l'icône des participants, trouver votre nom, puis cliquer sur plus, puis sur renommer. La salle d'atelier est maintenant ouverte, donc ceux qui ont mis le chiffre 2 devant leur nom seront transférés dans la salle de santé numérique. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Je pense que nous allons commencer notre session. Alors, peut-être en guise de mot d'introduction, moi je suis le docteur Koulibaly Norbert. Je suis de l'unité de coordination du partenariat de Ouagadougou, basé à Dakar, et j'ai été responsabilisé pour l'organisation de cette table ronde en français qui porte sur la mise en œuvre des pratiques à haut impact. Une de ces pratiques, en l'occurrence, est l'intégration de la planification familiale dans d'autres services, et principalement la planification familiale du postpartum immédiat, la planification familiale après avortement. Nous avons aussi les exemples de planification familiale et services de vaccination. Nous aurons donc l'opportunité de partager des exemples concrets de mise en œuvre sur le terrain de cette pratique et d'avoir une discussion approfondie sur ce qui fonctionne, c'est-à-dire les réussites dans la mise en œuvre, ce qui ne fonctionne pas et pourquoi. Également les défis rencontrés, y compris dans le contexte de la COVID-19, ainsi que les leçons apprises, les solutions et recommandations, notamment pour le passage à l'échelle de cette pratique. La table ronde est placée sous la présidence de Mme Marie Ba, qui est la directrice de l'unité de coordination du partenariat de Ouagadougou, ici avec nous. Bonsoir Marie. Alors, la session sera également modérée par Dr Ginette Onkaré. Elle est la directrice pays adjointe de Pathfinder International pour le Burkina et elle est aussi membre du groupe technique consultatif des pratiques à haut impact. Bonsoir Ginette. Bonsoir à tout le monde. Bien. Alors, nous aurons aussi l'appui de certaines personnes ressources. Il y a Daoudou Idrissou, qui est le chargé de liaison avec la Côte d'Ivoire, le Bénin et le Togo pour le compte de l'unité de coordination du partenariat de Ouagadougou. Nous avons aussi Alison Gatto, elle est manager pour le programme PF du postpartum AFP 2020. Et nous aurons aussi l'assistance de Michael Meyer, qui est graphiste et qui va nous aider à documenter cette session. Alors, bonsoir Daoudou, bonsoir Alison, bonsoir Michael. Quelques informations avant de commencer. C'est que la session sera entièrement enregistrée. C'est pour servir de base pour l'élaboration du rapport de l'ensemble du forum. La session est également diffusée en direct sur la chaîne YouTube de la Conférence internationale sur la planification familiale.
Et donc, nous avons les autres modalités de fonctionnement de la plateforme Zoom, c'est-à-dire que vous pouvez lever la main lorsque vous voulez intervenir, vous poser des questions au niveau du chatbot pour permettre à la modératrice de pouvoir distribuer les questions et aussi qu'on puisse avoir les réponses. Donc, au nom donc, de toute l'équipe d'organisation, je vous souhaite la bienvenue à cette session. Et sans plus tarder, je vais passer la parole à Ginette pour le début de la modération. Ginette, à toi. Merci beaucoup, Norbert. Et je souhaite la bienvenue à tous les participants sur cette table ronde virtuelle. Et je les remercie une fois encore de l'intérêt qui ne cesse de porter aux pratiques, à la mise en œuvre des pratiques à haut impact dans le domaine de la planification familiale. Norbert, tu l'as dit, cette session, vraiment, l'objectif, c'est de donner l'opportunité aux acteurs de terrain que nous sommes de discuter un peu plus en profondeur, d'avoir une discussion très approfondie sur ce qui fonctionne, mais également ce qui ne fonctionne pas dans la mise en œuvre, mais également dans le passage à échelle des pratiques à haut impact. Évidemment, on abordera des aspects liés aux adaptations diverses que tout un chacun de nous avons eu à faire au niveau de nos interventions pour nous coller au contexte. Mais également, on ne va pas oublier l'actualité du moment, la COVID-19, une crise sanitaire qui met à rude épreuve depuis plus d'1 an déjà nos systèmes de santé qui déjà n'étaient pas des plus résilients. Alors, pour revenir à la thématique du jour, nous allons donc discuter des pratiques à haut impact, mais beaucoup plus spécifiquement les aspects en lien avec l'intégration des services. Et qui dit intégration des services parle de réduction ou de suppression carrément des occasions manquées. C'est des opportunités pour intégrer la planification familiale à d'autres types de services, comme la santé maternelle, la santé infantile à travers la vaccination, les soins après avortement, etc. Alors, avant d'aller dans le vif du sujet, je vous explique encore un peu plus comment ça va se dérouler cette session-là. Donc, nous aurons donc une discussion à bâton rompu. Pas trop de présentations PowerPoint, j'espère 1 ou 2 seulement, mais nous allons vraiment discuter entre nous, entre les acteurs de mise en œuvre. Avant de commencer la discussion, je vais toutefois faire une toute petite présentation sur les pratiques à haut impact, un bref aperçu. Je sais que tous autant que nous sommes ici, nous savons ce que c'est que les pratiques à haut impact, mais c'est juste pour qu'on s'assure qu'on parle de la même chose et qu'on est tous sur la même longueur d'onde. Alors, donc je fais cette présentation et à la suite de cette présentation, il y aura le partage d'expérience et la discussion proprement dite. Et à cet effet, on a 3 collègues qui ont avec générosité accepté de partager un peu leurs expériences au niveau des pays. Mais on ne va pas s'arrêter à cela. Une fois que ces personnes vont présenter leurs expériences, la parole sera donnée également aux autres participants de la table ronde pour pouvoir faire autant ou pour poser des questions ou pour faire des commentaires, etc. Il suffit juste soit de lever la main pour que je vous donne la parole. C'est d'ailleurs ce qu'on souhaite parce qu'on veut vraiment écouter les gens. Mais on peut également, dans la mesure du possible, poster les questions ou les commentaires dans la boîte de discussion et je me ferai l'honneur de transmettre et de partager les questions pour que nous puissions, dans la mesure du possible, les relayer autant qu'on peut. Alors, donc, voilà brièvement comment ça va se passer pour cette session-là. J'espère qu'elle sera très interactive et qu'à la sortie de cette session, on ait vraiment l'impression d'avoir gagné quelque chose de plus. Nous allons sans plus tarder alors passer à la présentation, au bref aperçu que je souhaiterais donner sur les pratiques à haut impact. Alison, s'il te plaît. Alors, comme je le disais tantôt, je sais que nous savons tous de quoi on parle ici quand on parle des pratiques à haut impact. Donc, c'est quelques diapositives, 3 au total. Ce sont juste un petit rappel pour nous mettre dans le bain du sujet. Et vous savez tous que les pratiques à haut impact dans le domaine de la planification familiale, ce sont des pratiques qui ont été identifiées selon leur ampleur sur l'utilisation des contraceptifs
et leur application potentielle dans différents contextes. Et il faut dire que le développement de ces pratiques, de ces résumés de PHI, se fait d'une manière très participative et ces résumés sont ensuite validés par un groupe d'experts international. Et présentement, on a 3 grands groupes de pratiques à haut impact que vous voyez sur l'écran: la prestation de services, l'établissement d'un environnement propice à l'application de cette pratique-là, et finalement le changement social et comportemental. Diapo, s'il vous plaît. Alors, pour ce qui concerne les pratiques à haut impact en lien avec l'environnement propice, ils abordent des aspects en lien avec, comme le dit le nom, l'environnement propice, et qui permet vraiment de discuter des obstacles systémiques qui affectent la capacité d'une personne à accéder non seulement à l'information, mais également aux services de planification familiale. Ensuite, on a les PHI de prestation de services qui, elles, améliorent plutôt la disponibilité, l'accessibilité, l'acceptabilité et la qualité des services de PF. Et on a également un autre groupe de PHI qu'on appelle les PHI de changement social et comportemental. Et enfin, on a ce qu'on appelle les PHI d'amélioration. Les PHI d'amélioration, ce sont ces pratiques qui ne sont pas mises en œuvre, je dirais, de manière autonome. Elles ne sont pas des pratiques à part entière, mais elles sont plutôt mises en œuvre de manière conjointe avec les autres PHI, soit pour maximiser l'effet de mise en œuvre de ces dernières ou pour augmenter un peu la portée de ces pratiques-là et permettre ainsi l'accès à des groupes beaucoup plus spécifiques. Donc, on en a 3 présentement. Diapo. Alors, en regardant un peu la liste des PHI, on se rend aisément compte que pour ce qui concerne l'intégration des services, c'est essentiellement les pratiques à haut impact en lien avec la prestation de services. Et vous voyez bien que comment est-ce que les pratiques à haut impact nous donnent l'opportunité de renforcer les efforts d'intégration des services à différents niveaux, qu'il s'agisse de la planification familiale du postpartum immédiat ou de la planification familiale après avortement. Toutes ces pratiques-là mettent un accent spécifique, un accent particulier sur l'intégration des services, aussi bien au niveau des services de santé maternelle qu'à d'autres niveaux, et vraiment nous permet de limiter au grand maximum, comme je l'avais dit tantôt, les occasions manquées pour offrir les services de planification familiale. Merci pour les diapos. C'est tout ce que j'ai par rapport à la présentation, à l'aperçu bref que je voulais donner sur les pratiques à haut impact. Maintenant, on va commencer la discussion elle-même. Alors, je vous disais tantôt qu'on a 3 collègues qui ont accepté, 3 collègues de la communauté PF, qui ont accepté partager brièvement avec nous certaines de leurs expériences de mise en œuvre. Il s'agit essentiellement du Dr Cheikh Oumar Ouedraogo, un aîné, un mentor de longue date. Dr Cheikh est directeur du projet de santé sexuelle et reproductive à JIPAIGO, au bureau pays du Burkina, depuis juillet 2015. Il nous parlera essentiellement de l'offre de la planification familiale dans les suites immédiates des accouchements, c'est-à-dire la planification familiale du postpartum immédiat. On a également Dr Marguerite Ndou, directrice du projet Inspired IntraHealth International, bureau pays du Burkina. Elle va brièvement également présenter le modèle d'intégration de la planification familiale dans d'autres types de services qui a été mis en œuvre à la faveur du projet Inspire. Et finalement, on a Dr Dela Naï, conseillère en recherche et programme du projet régional Amplify PF de Pathfinder International. Elle a co-dirigé l'étude sur l'impact de la COVID-19 sur la continuité des services de planification familiale dans les sites d'intervention du dit projet. Et je suis sûre qu'elle pourra nous en dire un peu plus quand elle va prendre la parole. Alors, je vais sans plus tarder commencer par Dr Cheikh. Dr Cheikh, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez nous parler un peu
de votre intervention en lien avec la planification familiale du postpartum immédiat. D'abord, ce qui vous a motivé pour ce choix de PFPPI. Quelles sont les adaptations que vous avez dû faire sur la base du contexte dans lequel vous avez mis en œuvre ce projet? Et évidemment, également, si vous avez quelques défis, certainement qu'il y en a eu, des défis que vous avez rencontrés, mais également les pistes de solutions que vous avez adoptées pour pouvoir réussir cette intervention-là. Merci beaucoup, docteur. Allez-y. OK, merci bien, Ginette. Bonjour tout le monde. J'ai le plaisir de vous présenter, de partager l'expérience de JIPAIR au Burkina, la mise en œuvre d'un projet intitulé Extension durable, la planification familiale du postpartum au Burkina. Il faut dire que c'est suite à un projet pilote que nous avons mis en œuvre suite à la conférence internationale de Londres en 2012 que JIPAIR vraiment a mis des propres fonds pour permettre de mettre en œuvre des interventions innovantes. Nous avons commencé par le dispositif intra-utérin, le du postpartum, et nous avons commencé dans 5 sites d'intervention. Et ensuite, nous avons pu avoir l'appui de l'UNIFIE étendre jusqu'à 22 sites. Mais il faut dire ce qui a motivé aussi, c'est que, comme tu l'as déjà dit dans la présentation de projet à haut impact, c'est qu'il y avait aussi des opportunités pour pouvoir profiter la prévention familiale du postpartum. Et on s'est rendu compte que 92% des femmes qui accouchent désirent espacer les naissances, mais n'ont pas accès, ne savent pas qu'elles peuvent avoir les services. Donc, parce que notre projet, on a su qu'on a pu permettre de faire disponibiliser les services, d'assurer des services d'offre, des services de qualité, et aussi d'accroître l'accès à l'utilisation des services, surtout les méthodes de longue durée, et permettre aux femmes de pouvoir utiliser les services. On s'est rendu compte que c'est vraiment c'était pour, et ce projet, on l'a appelé institution, et ça s'est centré sur la formation de base dans les 2 écoles, que ce soit l'École nationale de santé publique et aussi l'université. L'université et surtout les nouveaux diplômés, sages-femmes, qui étaient les cibles, et aussi les gynécologues, les étudiants, les CES ou les DS en gynécologie. Donc voilà ce qui nous a inspiré à mettre. Et quand on voit le projet pilote, on a pu quand même, en 2013 et 2015, on a pu conseiller 11 300 femmes enceintes. Et parmi elles, on a vu que 1629, 114% ont adopté le dispositif intra-utérin. Donc pour nous, c'est une bonne pratique parce que ça permet de comprendre que cette approche nous a permis qu'il y a une demande qui est là. Et aussi, on s'est rendu compte que ça permet aussi de revitaliser l'utilisation du dispositif intra-utérin au niveau du Burkina. Avant cette intervention, il faut dire que l'utilisation du dispositif intra-utérin était moins de 1% au niveau du pays. Et ça a permis quand même de pouvoir. Et la postpartum, je ne vais pas juste la définition pour dire que la période du postpartum immédiat, c'était vraiment de s'assurer. Et c'était, comme on a dit, on a vu, il y avait 3 axes d'intervention. Il y avait d'abord le renforcement des compétences au niveau des instituts de formation, la formation de base. Il y avait l'offre des services. Il y avait le plaidoyer ou l'appui au ministère pour la mise en œuvre des politiques. Pour ce qui concerne, en tout cas, et comme vous avez parlé de l'adaptation, nous avons, suite à une évaluation, nous avons permis d'identifier les groupes d'étendement. Nous avons renforcé les curricula de formation au niveau des écoles et des enseignants, et au niveau des écoles, que ce soit au niveau de l'UNSP, que ce soit au niveau de l'université. Nous avons pu intégrer la prévention familiale du postpartum selon les directives harmonisées de l'Organisation ouest-africaine de la santé. Et il fallait, à ce niveau, nous avons eu à revoir les curricula, nous avons renforcé les capacités des enseignants et nous avons formé et nous avons assuré le déploiement des étudiants. Avant les sorties sur le terrain, ils étaient aptes et ils étaient capables d'offrir des services. Et nous avons fait le plaidoyer, comme je dis, au niveau du ministère de la Santé, l'adaptation pour vraiment soutenir la formation, et aussi nous avons, comme stratégie, de suivre les nouveaux diplômés qui sont sortis. Et qu'une fois qu'ils sont sortis sur le terrain, on les équipe et on les fait. Là où dans les lieux de déploiement, ils offrent les services immédiatement. Et aussi, nous avons renforcé les compétences. Ça nous a amené à renforcer les compétences des prestataires qui sont sur le site, là où les nouveaux diplômés doivent être affectés et déployés. Donc, ça nous a permis quand même de renforcer, pour pouvoir quand même assurer la continuité des services. Parce que si on envoie une personne ou deux, et comme elles sont jeunes, il y a eu aussi beaucoup de
j'allais dire, des préjugés, des jeunes qui viennent de sortir. Et comme c'est une nouvelle, on ne peut pas dire que la planification de post-mortem n'est pas nouvelle, mais elle n'est pas pratiquée. Parce que les gens n'avaient pas eu la formation et l'équipement nécessaire pour faire surtout ce qui concerne la post-mortem immédiate. Si vous savez que toutes les méthodes ne sont pas éligibles. La post-mortem, c'est la femme qui vient d'accoucher. Donc, aujourd'hui, et puis par rapport à ça aussi, comme je vous dis, l'adaptation, selon les directives de l'OMS, par rapport, mis à jour les nouvelles recommandations en 2005, en 2015, nous avons pu savoir qu'on n'avance pas les durs. On a vu que le dispositif et les implants étaient éligibles. La femme pouvait avoir les implants avant de sortir au niveau de la clinique. Donc, ça, c'était les choses. Bon, comme défi que nous avons rencontré sur le terrain, il faut le dire que c'est par rapport à... Nous ne maîtrisons pas le déploiement. Une fois que les gens sont sortis, même si on les a formés, on ne maîtrise pas le déploiement. C'est le ministère de la Santé. Donc, ça a quand même été... Tu peux trouver qu'il y a un temps long, entre 6 mois, même 1 an pour certains. Certains formés, nouveaux diplômés qui n'ont pas rejoint leur poste. Il y a aussi ce que nous avons aussi trouvé comme des défis et sur lesquels nous avons pu travailler aussi, c'est vraiment comment travailler. Il y avait aussi les cadres de district qui n'étaient pas informés et qui n'avaient pas la compétence. Ils avaient les connaissances, mais ils n'avaient pas la compétence par rapport et même il fallait mettre à jour, qu'ils sachent que le dispositif était écrivain, qu'en période de post-mortem immédiat, on peut avoir des méthodes de longue durée comme le DU et comme les implants. Et ça nous a permis aussi, pour surmonter ça, d'orienter et les mettre à jour par rapport à la pratique, dans les compétences de CD, pour les permettre de faire un suivi, le suivi des étudiants qui sont formés sur le terrain et permettre pour qu'ils puissent offrir les services qui soient de bonne qualité, respectent les standards et le nombre de qualité de services. Aussi, et un des éléments, une des difficultés que nous avons rencontrées par rapport à la mise en œuvre de ce projet-là, c'est surtout aussi au niveau des sites de stage. Nous nous sommes rendus compte qu'aujourd'hui, actuellement, au niveau du Burkina, c'est-à-dire qu'il y a plein d'écoles et il y a les privés. Il faut dire que notre projet s'intéressait aux structures de santé publique, mais aussi avec beaucoup de privés maintenant. Donc, il fallait voir comment, et pour ça qu'on a réduit les curricula. Et comme c'est un examen unique, les privés sont obligés d'adapter et d'enseigner la prévention du post-mortem au niveau des écoles. Mais c'est surtout le nombre de 3% d'étudiants ou au cours des stages, il y avait des pléthores d'étudiants, donc c'était difficile. Donc à ce niveau, c'était un défi. Nous avons travaillé avec les encadreurs de stages que nous avons mis à jour aussi, renforcer les compétences. Nous avons mis des équipements à leur niveau, tels que les mannequins, pour les permettre en tout cas de faire la pratique au cas où il n'y a pas de clients sur le terrain pour maintenir la compétence. Ça, c'était aussi quelques difficultés que nous avons rencontrées. Bon, une des difficultés que nous avons rencontrées, c'est surtout la mobilité du personnel aussi qui a constitué une difficulté, parce que les gens, une fois ils sont sortis, ils peuvent repartir à d'autres. Mais ce que nous avons mis comme stratégie, même quand les nouveaux diplômés sortaient et qu'ils étaient redéployés, on l'équipait pour les permettre de mener les services. Mais on a trouvé que ça, c'était un peu, pour pouvoir pallier à cette difficulté, on a décidé de faire la formation sur site. Les autres prestataires qui sont avec les prestataires qui sont où les nouveaux diplômés étaient déployés, on faisait la formation sur site pour les renforcer les compétences, pour qu'ils puissent, comme je l'ai dit tantôt, maintenir au fil les services. Donc, vraiment pour, voilà un peu ce que je mets. Maintenant, pour les leçons et les approches, ce que nous avons fait pour pouvoir maintenir, c'est vraiment la formation, comme je le disais. Aussi, nous avons aussi travaillé aussi à renforcer le système d'information sanitaire. Nous avons défini des indicateurs, nous avons proposé un atelier de consensus avec les intervenants en matière de SRPF au niveau du Burkina. Nous avons appuyé le ministère, nous avons pu intégrer les indicateurs dans le système national d'information sanitaire pour éviter la collecte parallèle, parce que ça, on avait eu comme difficulté. Et nous avons pu, c'était une des difficultés, parce qu'on a des outils de collecte parallèle pour pouvoir suivre et faire le suivi des nouveaux diplômés et collecter les informations. Nous avons travaillé à surmonter ça en renforçant le développement des indicateurs qu'on a mis entre le système d'information sanitaire national. Nous avons aussi, c'était l'occasion pour nous, bien sûr, de réviser les outils de collecte des données. On prévoit les indicateurs, on simplifie les indicateurs. On a été obligé de réviser les outils de collecte des données pour pouvoir vraiment, pour qu'il n'y ait pas de support de collecte parallèle. Et aussi, nous avons aussi, à l'occasion,
on avait initié aussi la collecte électronique des données en mettant en place ce qu'on appelle le RS-Log pour permettre en tout cas de faciliter. Bon, nous avons commencé et ça se poursuit actuellement. Mais surtout, nous avons mis, pour pouvoir maintenir les compétences des prestataires, nous avons mis aussi ce qu'on appelle le mentoring, le mentorat en matière de choses. Voilà un peu brièvement ce que je voulais dire. Oui, parce que si vous dites tout maintenant, vous n'aurez plus rien à dire pour la suite des discussions. Voilà, donc merci beaucoup. C'était vraiment un bref comme ça. Maintenant, j'attends, je reste à votre disposition pour le partage d'expériences et des questions. Merci. Merci beaucoup, Dr. C'est sûr qu'on ne reviendra sur un certain nombre d'aspects parce que j'ai noté des idées très intéressantes. Je vais tout de suite passer la parole à Dr. Marguerite qui va nous parler un peu de l'intégration de la planification familiale dans un certain nombre d'autres services à la faveur de son projet. Docteur Marguerite, merci de prendre la parole. Merci beaucoup, Docteur Ginette. Donc, le plaisir est pour moi de partager avec vous l'expérience de l'initiative Inspire qui est financée par la Fondation Gates. Alors, il faut dire qu'il y a plusieurs pratiques à haut impact qui ont été répertoriées pour la planification familiale, notamment la PFPP immédiate que Dr. Chef vient de présenter, et la PF pré-avortement, l'intégration de la PF avec la vaccination, ainsi de suite. Alors, la question au niveau de l'initiative, c'était comment tirer parti de ces pratiques à haut impact, les mutualiser pour assurer, disons, un plus grand impact sanitaire en passant par une prise en charge holistique et le continuum de soins centré sur les clients. Alors, ceci devrait probablement permettre de parvenir durablement à progresser vers la couverture sanitaire universelle en service de soins essentiels de base. Et comme vous le savez, c'est l'un des piliers de politique de développement sanitaire des pays pour 2021-2030 dans la plupart des pays de l'Afrique de l'Ouest francophone. Alors, le modèle intégré est aligné avec un mouvement régional, c'est le mouvement de la planification familiale, tirant parti de réseaux de pays, de donateurs et d'acteurs du partenariat de Ouagadougou pour une échelle durable de l'accès à la PFPP intégrée à la santé mère-enfant et à la nutrition. Alors, le modèle a été introduit dans 3 pays francophones, notamment le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Niger. Et donc, à travers des approches inclusives impliquant l'ensemble des acteurs pour des prestations de services intégrés répondant aux besoins complets des personnes et privilégiant au maximum l'efficacité et la rentabilité. Raison pour laquelle je parlais de plusieurs pratiques à haut impact qui sont mutualisées. Alors, le modèle aussi associe le travail avec les politiques, fournissant les bases solides et durables et les engagements des décideurs nationaux, la société civile, les collectivités territoriales et communautaires également, y compris l'extension communautaire de soins. Alors, les adaptations spécifiques, donc il faut dire que dans les milieux ruraux et défavorisés, ça coûte cher pour les femmes et aussi du temps pour accéder à une formation sanitaire. Et les femmes ne sont pas toujours averties non plus concernant les soins dont elles ont besoin pour leur santé quand elles s'y rendent. Alors, le modèle a été développé en adaptant les pratiques à haut impact, en exploitant l'ensemble des points de contact de la mère et de l'enfant avec les structures sanitaires dans la période cruciale de leur cycle de vie, notamment pendant la grossesse, pendant le postpartum, pour intégrer l'APF en assurant le continuum de soins, de services essentiels. Donc, les 4 points de contact, c'est les soins prénatals, les soins d'accouchement, les soins postnatals et les soins aux nouveau-nés et aux nourrissons, notamment la vaccination et le suivi nutritionnel. Alors, de cette façon, la femme peut être servie avec son enfant ou rattrapée à d'autres points de contact pour bénéficier d'un paquet de services intégrés, incluant l'APF et la nutrition. Également, dans l'adaptation, selon les structures et selon les contextes,
il a fallu faire des réadaptations avec les gestionnaires pour rendre tous les services disponibles simultanément, parce que qui dit intégration dit un paquet de services et tous les services doivent être disponibles et non des jours de vaccination ou des jours de PF. Et donc, des réadaptations ont été faites pour réduire ces occasions manquées. Voilà. Et l'aménagement également au niveau des points de prestation, des aménagements de salles, des aménagements pour pouvoir offrir un guichet unique. Et si ce n'est pas possible, en colocation, ça veut dire on réfère la cliente d'un point de prestation à un autre dans la même formation sanitaire. Alors, ce que je peux dire, c'est que les pays ont procédé à une planification stratégique de la mise en œuvre à travers des plans nationaux budgétisés pour l'intégration. Et un ensemble d'indicateurs composites a été développé puisqu'il n'y avait pas d'indicateurs pour mesurer l'intégration de façon holistique. Et donc, un ensemble d'indicateurs composites, par exemple, qui mesurent et la vaccination, l'adoption de PF et l'allaitement maternel exclusif, par exemple. Et donc, un certain nombre d'indicateurs communs au pays ont été définis quand même pour pouvoir suivre les progrès au niveau régional. Alors, les pays ont également procédé à l'adaptation des documents politiques et protocoles ainsi que les outils et les systèmes d'information sanitaire pour intégrer ces indicateurs et aussi assurer la durabilité de l'intégration. Donc voilà, et en termes de résultats par rapport à ce qui était comme hypothèse, c'est que nous avons eu plus de 273% d'augmentation du nombre de clients de PFPP aux 4 points de prestation de services. Et 60%, disons, environ de l'ensemble des clients de PFPP aux 4 portes d'entrée ont adopté une méthode PF. Quand vous comparez, nous avons comparé avec les sites de contrôle parce qu'il y avait des sites de contrôle et il y a eu une baisse par contre de 17% au niveau des sites de contrôle. Donc, ce qui montre des tendances vraiment remarquables par rapport à la mise en œuvre simultanée de plusieurs paquets intégrés, plusieurs pays, disons, paquets à haut impact. Donc, autre chose, c'est qu'on a eu une augmentation considérable des visites prénatales, de consultations de nourrissons sains, de l'allaitement précoce, mais également le nombre de nourrissons présentant une malnutrition aiguë a baissé. Donc, ce qui fait l'effet que l'on recherchait, ça veut dire l'impact sur la santé globale de la mère et de l'enfant et aussi la couverture en service de soins des mères et des enfants. Alors, les défis, rapidement, c'est des défis infrastructurels, premièrement dans la mise en œuvre. Alors, les bâtiments et les espaces existants ne permettaient pas, par moment, de mettre en œuvre le modèle tel qu'il était mis en tout cas, tel qu'il était conçu. Et donc, il a fallu des adaptations. Les défis en ressources humaines également. Et donc, vous voyez, dans les zones défavorisées, il y a un seul agent, un seul prestataire. Et là, nous avons pu mettre le guichet unique. Mais ça nécessite d'accompagnement à travers le mentorat, mais aussi un système de motivation, puisque c'est une charge de travail supplémentaire, entre guillemets. Alors, dans le contexte de Covid, des adaptations ont été nécessaires en 2020. Donc, nous avons aidé les pays à développer des plans de contingence avec des procédures opérationnelles pour la continuité des services intégrés au niveau de ces. Il y a eu une baisse entre mars et mai, mais à partir de juin, on a observé une remontée progressive de l'utilisation des services. L'autre défi le plus important, c'est le défi de la mobilisation des ressources pour étendre au niveau de la région de manière durable. Et ce sera à travers le plaidoyer, le partenariat stratégique, disons, le plaidoyer basé sur des évidences, bien sûr, mettre en avant ces évidences et pouvoir mobiliser les acteurs autour de l'intégration des soins qui pourrait améliorer la couverture sanitaire en soins, en services de santé. Et l'autre, c'est la communauté de pratique qui est en place depuis 2020 et qui promeut l'intégration de la PFPP, de la santé mère-enfant et la nutrition, et à travers le plaidoyer, l'assistance technique, pouvoir fournir le nécessaire et l'appui nécessaire pour le passage à l'échelle dans la région. Donc voilà un peu, Ginette, au résumé, l'expérience que nous avons eue à travers Inspire. Bien, merci. Merci beaucoup, Dr. Marguerite. Je vois dans le chat une très bonne question, donc on va certainement revenir à vous dans la mesure du possible.
Alors, la dernière, n'est pas des moindres, c'est l'intervention du Dr Della. Dr Della va nous parler un peu des adaptations qu'ils ont dû faire également dans le contexte de la COVID-19, parce qu'elle est sous un projet régional Amplify PF, qui, comme vous le savez ou vous ne le savez peut-être pas, est un projet de passage à échelle d'un certain nombre de pratiques à haut impact. Alors, Dr Della, pourriez-vous nous en dire un peu plus, notamment sur comment le projet a pu maintenir quand même une certaine continuité des services en pleine pandémie de la COVID? Merci de prendre la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci pour cette opportunité. J'ai aussi le plaisir de présenter sur cette évaluation de l'impact de la COVID sur les services PF qui a été menée par le projet Amplify, qui est dirigé par Pathfinder International. Le projet Amplify est un projet USAID qui intervient dans 19 districts sanitaires au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Niger et au Togo pour soutenir l'offre de services de PF de qualité et aussi de coordonner les acteurs locaux de la PF au niveau des districts. Donc, un des mandats du projet est le passage à l'échelle de 2 PHI. Vous pouvez mettre, voilà, merci. Oui. J'allais vous rappeler la vidéo. Ah oui, j'avais oublié. Bonjour encore à tous. Donc, un des mandats du projet est le passage à l'échelle de 2 PHI, dont la PF du postpartum et aussi la PF du post-abortum ou bien après avortement, qui mettent l'accent sur l'intégration. Donc, dans le contexte de la pandémie, comme nous le savons, qui a commencé, qui est venu chez nous en mars, le projet a évalué l'impact de la COVID sur la continuité de l'offre et l'utilisation des services de PF durant la pandémie, c'est-à-dire de mars à septembre. Nous avons des données de mars à septembre 2020 dans ces sites d'intervention. Donc, la méthodologie a consisté d'entretiens approfondis. Nous avons mené 26 avec des informateurs clés dans ces 4 pays et aussi des discussions de groupe menées en ligne avec les équipes pays d'Amplify PF, comme ils sont aussi des parties prenantes dans le district. Et puis aussi, il y avait une analyse secondaire des statistiques de services de PF qui, de juillet 2018 à septembre 2020, extraite du DISH2, qui est le District Health Information Software 2, donc de la Côte d'Ivoire, du Niger et du Togo. Cette analyse a couvert 12 districts dans les 4 pays et 110 structures de santé ayant fourni des rapports complets sur les services de PF pour la période d'analyse des 27 mois. En termes de défis, le grand défi même est assurer la continuité des services durant une crise sanitaire. Et ces défis ont été décrits par plusieurs des informateurs clés. Ces informateurs clés étaient donc les équipes 4 districts, les responsables du ministère de la Santé au niveau national, régional, district. Nous avions aussi, comme j'ai dit, les équipes pays Amplify PF. Nous avions les prestataires, les municipalités et aussi les organisations communautaires. Donc, nos analyses nous montrent qu'il y a eu une baisse pour plusieurs des indicateurs PF, y compris le nombre de clientes qui fréquentant les structures de santé pendant les mois du confinement, c'est-à-dire mars, avril, mai. Et au Togo, nous avons vu une baisse de moins 22%, au Niger, moins 18%, et en Côte d'Ivoire, moins 2% pour ces mois dont je viens juste de discuter. En termes d'adaptation, dans chaque pays, il y a eu une réponse nationale pour assurer la continuité grâce à une démarche concertée où le ministère de Santé a collaboré avec ses partenaires locaux et internationaux.
il y a eu une période, dans les 4 pays, il y a eu une période de confinement et de suspension de certaines activités, de mars à juin, mais aussi une application systématique de mesures de prévention, les mesures barrières que nous connaissons très bien. Et donc, mais à partir de juin 2020, il y a eu une intensification des activités de vulgarisation de la PF qui a été aidée par des campagnes de sensibilisation. Donc, ces campagnes de sensibilisation étaient sur la COVID-19 elle-même, sur les mesures de prévention, les mesures barrières et aussi sur la fréquentation des services. Et il y en a où les campagnes, enfin, c'était une combinaison de ces 3. Cette période, la période de redémarrage a été caractérisée par une hausse pour plusieurs de ces indicateurs, mais suivie de fluctuations. Nos analyses montrent que l'utilisation de la PFPP immédiate et de la PFPA suivent ces tendances, c'est-à-dire il y a une diminution juste pendant la période de confinement, il y a une hausse et puis après ça, il y a des fluctuations. Et c'est les mêmes tendances pour l'utilisation générale de la PF. Les tendances observées, néanmoins, ne peuvent pas être entièrement attribuées à la pandémie de la COVID-19. Donc, les leçons apprises sont plusieurs, mais nous soulignons 2. La première est qu'il est possible d'assurer la continuité et l'utilisation des services de PF tout en luttant une pandémie comme celle que nous rencontrons, une pandémie sans précédent. Mais pour être efficaces, les mesures d'adaptation doivent être prises en temps réel. Et c'est ça que les pays ont fait, surtout les ministères de santé ont fait. Et donc, voici les deux grandes leçons apprises. Je suis disponible et j'ai aussi un collègue qui fait partie de cette réunion où je suis disponible à répondre à plus de questions. Puisque nous avions 5 minutes, voici ce que j'ai à vous dire. Effectivement. Merci beaucoup, Dr. Dela. Merci beaucoup. Alors, je vais maintenant ouvrir la discussion aux autres participants de la table ronde. S'il y a quelqu'un, c'est vrai, je vois quelques questions dans la boîte de discussion, mais s'il y a quelqu'un qui voudrait parler, intervenir directement, il est possible de lever vos mains, comme ça on pourra vous entendre directement. Je ne vois aucune main pour l'instant. OK, il y a une personne, seulement je n'arrive pas à voir le nom de la personne. OK, oh, Rodrigue, oui, Rodrigue. Merci Rodrigue, tu peux y aller s'il te plaît. Oh, j'espère que... voilà. Rodrigue, bonsoir, tu as la parole. Et merci de me... J'espère que vous m'entendez. Hein? Moi, je n'entends rien. On t'entend. Oui, on t'entend très bien. Ouais, OK, ben, je pense. OK, merci beaucoup. Merci pour cette session et ces belles présentations qui nous ont été offertes, qui nous ont permis d'apprendre pas mal de choses. J'avais 2 préoccupations, je pense que je les ai écrites dans le chat, que je vais quand même rapidement répéter. Alors, l'expérience de JPIGO est super intéressante et on a même vu ses résultats sur l'enquête de PMA 2020 de 2018-2019 où on constatait une augmentation de la contribution de l'implant, très particulièrement, on va dire, de la PFPP, sur le taux de prévalence contraceptive qui a monté à peu près de plus de 45%. Mais on a observé effectivement la chute de ce même taux dans les enquêtes qui ont suivi. Et je me demande bien, qu'est-ce qui avait été fait par le passé en termes de création de la demande pour qu'on ait une très grosse contribution de la PFPP sur le taux de prévalence contraceptive et tout récemment une chute du taux et aussi bien évidemment une chute de la contribution de la PFPP dans cette prévalence contraceptive malgré les efforts qui ont été aussi faits avec la venue de IntraHealth. Ce qui me permet aussi très rapidement d'aller sur la deuxième question que je voulais lui poser. Dans son intervention, je vais parler de docteur
Marguerite. Dans son intervention, elle parlait ici tout à l'heure d'un site de contrôle et d'un site d'intervention qui a fait l'objet d'une comparaison. Et je voulais qu'elle nous parle un peu plus du site de contrôle parce que pour faire quand même une comparaison, il y a un minimum d'éléments qu'il faut qu'on ait quand même pour assurer une certaine équité et non pas seulement rien du tout. Donc, j'aimerais bien comprendre quelles étaient les caractéristiques du site de contrôle pour qu'on puisse faire une comparaison et tirer les leçons qu'elle nous a présentées tout à l'heure. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Rodrigue. Ouais, je vais juste passer la parole à Dr. Cheikh pour intervenir un peu sur la question en lien avec la création de la demande qui me semble vraiment très, très pertinent. Et après, Dr. Marguerite pourra prendre le relais. Merci. OK, merci bien. Merci bien pour la question. Il faut savoir, comme je le disais, comme il était, je ne devais pas parler de tout, il faut dire que nous avons pris toutes les opportunités qui s'offraient à nous pour faire le counseling et la création de la demande. C'est-à-dire que depuis la consultation prénatale, quand la femme vient, on lui parle de la planification familiale, toute la planification familiale du postpartum immédiat. Durant tous les contacts qu'elle aura avec durant la consultation prénatale, maintenant on parle de suivi de soins prénataux, on lui parle de la planification familiale du postpartum, la PF en général, la planification familiale du postpartum immédiat, et aussi au cours, avant le travail, quand elle vient, on parlait de ça, et aussi après, quand elle accouche aussi, on faisait ça. Et aussi, il faut dire qu'au cours des soins prénataux, quand la femme adoptait la méthode, au tout début, on mettait un cachet dans son cadre. C'est-à-dire que là où elle arrive dans un centre de santé où les personnes sont formées, étaient habilitées, ils savaient que la femme a déjà fait son choix. On reprend le conseiller pour voir si elle continue toujours à adopter la méthode, oui ou non. Si elle dit non, on laisse elle continuer. Si elle dit oui, on continue à donner la méthode. Donc, c'est ce que nous avons eu à faire. Effectivement, il faut le dire que plus de 50% qui étaient conseillés, 50% ont adopté une méthode avant de quitter la maternité. Ça, effectivement, c'est les chiffres. Et aussi, parmi ces 50% des femmes qui ont adopté la méthode, une méthode de PF, 25%, c'était la méthode de longue durée, les implants, et puis le dispositif intra-utérin, le DU. Et ce qui est vraiment au niveau global, c'est un indicateur qui est acceptable au niveau global par rapport à tous les pays, atteindre que 50% des femmes qui acceptent la méthode et aussi 25% adoptent une méthode de longue durée. C'était vraiment comme Loïc l'a dit. Mais maintenant, par rapport à la baisse, il faut dire qu'avec l'expansion, nous avons touché toutes les 13 régions du Burkina et les 57 districts. Comme nous avons formé, et une fois que les gens, et que ça a été adopté, comme Loïc l'a signalé, comme une pratique à haut impact pour l'accélération, pour pousser les indicateurs de la PF au niveau du Burkina. Et comme quelqu'un l'a dit, dans les sites dans lesquels nous avons intervenu, c'est 10% des femmes qui ont adopté le dispositif intra-utérin, contrairement au niveau du pays, malgré la fin du projet qui était de 4%. Maintenant, pour le taux, la baisse du taux, il faut savoir que le Burkina était confronté depuis 2005, c'est ce que les exemples que je vais donner, avec le terrorisme que tout le monde connaît, et les fermetures de structures de santé. Ça, c'est un. Il y a aussi la formation de fermeture de structures de santé, comme je le disais. Et il y a eu aussi, à un moment donné, ceux qui sont à Ouagadougou ont suivi le mouvement d'humeur. Le mouvement d'humeur des agents de santé qui a duré pratiquement 6 mois. Et on n'a pas de données. Donc, on a fait utiliser des données qui sont à la disposition. Donc, c'est ça qui peut expliquer la baisse. Ça peut expliquer la baisse. Ça peut expliquer ça peut expliquer la baisse des indicateurs. Parce qu'on n'a pas de données. Sans données, on ne peut pas corriger. Donc, c'est une des explications que je peux donner. Donc, pour la question de la demande, c'était vraiment tout le temps, même après quand la femme sort de la maternité, quand elle vient pour le 6e jour, comme Marguerite l'a présenté au niveau de l'intégration, on le faisait. Il faut dire qu'on a fait la période du postpartum, on donnait toutes les méthodes, toutes les occasions données. Même la concept de nourrisson sain, on répétait. Donc, c'était ça, tous les éléments. Comme je devais parler de la période du postpartum immédiat, c'est pour ça que je ne me suis pas étalé sur tous les points. J'ai parlé des opportunités, des contacts, il faut parler de. Donc, voilà un peu ce que je peux dire comme explication qui a fait que les chiffres, même au niveau de la prévalence contraceptive au niveau national, est devenu à 28% par rapport à c'est une des explications. C'est-à-dire qu'il y a d'autres facteurs, voilà, qui peuvent expliquer ça. Et puis, il faut dire aussi qu'à la période aussi, il y avait ce qu'on appelle la semaine nationale PF. Il y avait 2 éditions. Et c'était une occasion. À cette occasion, vraiment, beaucoup de femmes venaient comme c'était gratuit. Tous les services étaient gratuits, les femmes venaient. Durant les 2 dernières années, c'était une seule édition.
Donc, ça peut expliquer pourquoi les taux sont bas. D'accord. Merci beaucoup, Dr. Chek. Je pense qu'on va maintenant passer la parole à Dr. Magritte pour rapidement aussi répondre. Et je veux vraiment avoir un peu de temps pour voir s'il y a d'autres participants qui ont des choses à partager en dehors des questions. Ce serait intéressant de les entendre également. Dr. Magritte, donc, rapidement, est-ce que vous pouvez revenir sur la question de Rodrigue par rapport au choix des sites de comparaison? Merci. Merci beaucoup, Ginette. Merci à Rodrigue pour la question. Effectivement, lors du début de l'implémentation dans les 3 pays, donc il était prévu une étude transversale. Et donc, le baseline de cette étude a été fait avec notre partenaire l'IRSS, notre partenaire de consortium, l'Institut de recherche en sciences de la santé, qui est basé ici au Burkina. Vous pouvez mettre votre vidéo, s'il vous plaît. OK. Donc, merci beaucoup, Ginette. Comme je disais, avec notre partenaire de consortium, l'IRSS, tout ce qui est recherche lui a été confié. Alors, il y a eu un protocole d'études transversal avec baseline qui a été fait. Et par rapport à ces sites d'intervention et des sites de contrôle, il y a un certain nombre de critères, un certain nombre d'éléments qui ont été faits par l'IRSS. C'est qu'il devait être le même niveau de système. Donc, les sites qui ont été identifiés comme intervention et contrôle devaient avoir le même niveau au niveau du système de santé, au niveau hôpital ou au niveau centre de santé urbain, rural, pour pouvoir être comparatif. Deuxièmement, en termes de performance également, les sites de contrôle et les sites d'intervention devraient être superposables. En termes d'environnement socio-culturel également, ça devait être dans la même localité, dans les mêmes réalités socio-culturelles pour éviter des biais. Et l'autre chose, c'était l'évolution des indicateurs. Donc, ils ont analysé certains indicateurs de PF, de santé mère-enfant. Donc, ils ont prospecté sur plusieurs sites pour arriver à avoir... et l'autre chose, c'est que la distance devait être au moins à 100 km pour éviter l'effet d'attraction. Et donc, ça devait être suffisamment long pour qu'on n'attire pas les clients d'un district vers un autre. Donc, c'est à peu près les critères. Il y en a d'autres. C'est tout un protocole de recherche qu'on pourrait avoir. Alors, lorsque nous devions mesurer le N-line en juillet, et donc c'était la période du Covid et c'était très compliqué. Et donc, l'IRSS n'a pas pu mesurer, faire, par exemple, ce qui était prévu, la charge de travail des prestataires, analyser, ça faisait partie de l'étude, les perspectives des clients. Alors, ça n'a pas pu avoir lieu, mais nous avons pu avoir les données et pouvoir faire des tendances. Et je peux dire que ce ne sont que des tendances et les études de cohorte et de transversales sont en cours pour renforcer les évidences sur ces tendances. Donc, les tendances ont montré qu'il y a eu plus de 60% des femmes, et sur 7000 femmes, environ 7000 femmes, 60% qui ont adopté la PF, soit en accouchement dans le postpartum immédiat, soit, disons, dans le postpartum retardé avec la vaccination, les consultations nourrissons sains, ainsi de suite, ou les visites de J6 et de J42 de la femme. Donc, c'est avec toutes ces portes de contact et de portes d'entrée de la femme et de l'enfant que les espaces, comme je l'ai dit, ont été aménagés pour pouvoir créer disons, ces services de PF et de nutrition. Donc, voilà un peu ce que je peux dire. Donc, c'est des tendances. Et quand on a comparé avec les sites de contrôle, il y avait des baisses effectivement de 17% par rapport aux sites d'intervention. Et donc, il faudra des évidences, comme je l'ai dit, d'autres études qui sont en cours pour renforcer ces données préliminaires. Donc, merci beaucoup. Okay. Merci beaucoup à tous les deux. J'espère que Rodrigue a pu avoir une réponse à ces préoccupations. Je voudrais prendre peut-être un peu de temps pour qu'on discute un peu de la question liée au passage à échelle. Parce que je pense que la grosse problématique de la mise en œuvre des pratiques à haut impact, c'est aussi
comment est-ce qu'on essaie dans la mesure du possible de maintenir les acquis au-delà des financements qu'on reçoit habituellement. Donc, ma question pour toute l'assistance, pour tous les participants, c'est de voir, est-ce que parmi ceux qui sont autour de cette table-là, il y a des expériences concrètes en termes de passage à l'échelle de pratique à haut impact où on a pu réussir au-delà d'une intervention projet, on a pu vraiment réussir à maintenir cette pratique-là au-delà de la phase du projet. Et si vraiment il y a quelqu'un qui souhaiterait partager par rapport à ça. Ça, c'est la première question. La deuxième question, avant même que je ne l'oublie pas, c'est réellement de partager un peu avec nous quels sont les conseils pratiques de mise en œuvre. Parce que s'il y a une partie dans les résumés des pratiques à haut impact que moi j'adore principalement, c'est cette section où on parle des conseils pratiques de mise en œuvre. Donc, si vous avez également des éléments par rapport à ça, essayons d'en discuter. Je vois Rodrigue et je vois Rosie, mais je vais d'abord laisser Rosie intervenir, comme Rodrigue avait déjà parlé, et si on a le temps, je reviens à toi, Rodrigue. Alors, Rosie, allez-y, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Ginette. Je suis Rosie Mujiribana du Rwanda. Je travaille pour IntraHealth International. Vous pouvez mettre une vidéo si vous voulez. Si possible. Sinon, ce n'est pas grave, allez-y. OK, merci. Je continue sans vidéo. OK. OK. Je voulais juste vous partager notre expérience par rapport à la planification familiale du postpartum immédiat. On avait initié ça il y a à peu près 5 ans avec un projet qui était implémenté par Jopaigo. Et on a vraiment connu un grand succès avec la planification familiale du postpartum. Et de façon que le ministère de la Santé a adopté la stratégie pour l'implémenter sur tout le territoire national. Ça a été vraiment un succès et l'intervention a continué même après le projet en question. Et jusqu'à maintenant, l'initiative est implémentée partout dans le pays, dans toutes les formations sanitaires, depuis le centre de santé jusqu'au niveau des hôpitaux de district, des hôpitaux de référence. Et pour le moment, c'est devenu une intervention de routine. On n'a pas besoin d'un projet pour financer ça. Tous les prestataires de soins, surtout les sages-femmes et les médecins, les gynécologues, ils ont compris que c'est une intervention qui doit être intégrée dans la femme qui vient d'accoucher dans la maternité. Ceci nous a amené à réduire les besoins non satisfaits de 19 jusqu'à 14% dans l'enquête démographique de santé récemment présentée en fin 2020. Et vraiment, je peux vous assurer que c'est une belle stratégie pour augmenter la prévalence contraceptive, mais aussi diminuer les besoins non satisfaits qui étaient exprimés par beaucoup de femmes avant l'implémentation de la stratégie. Thank you. Merci beaucoup, Rosie. Merci d'avoir partagé cette expérience-là. Et c'est heureux de voir vraiment que cette intervention a pu tenir le coup au-delà même de la vie du projet. C'est vraiment des choses comme ça qu'on souhaiterait entendre et expérimenter. Je vois la main de Rodrigue. Dr. Cheikh, je peux donner la parole à Rodrigue rapidement. J'espère qu'il ne va pas prendre beaucoup de temps. Rodrigue, vas-y, s'il te plaît, rapidement. Merci beaucoup. Alors, très rapidement, moi, je vais plutôt le prendre dans le second sens que tu abordais, Ginette, de qu'est-ce qu'on peut faire, en fait. Ce qui est frappant dans les belles expériences que nous avons dans nos pays, c'est que très souvent, ça prend un pilote, mais dans le passage à échelle, il y a toujours des difficultés. Mais l'un des problèmes qu'on oublie très souvent, c'est le système d'information sanitaire.
comment est-ce qu'on s'arrange à ce que notre système d'information sanitaire puisse être très à même de pouvoir collecter suffisamment de données lorsqu'on fait le passage à échelle. Parce que le problème très souvent, c'est qu'on n'arrive pas à avoir suffisamment de données au niveau du système d'information sanitaire qui puisse justifier réellement ce passage à échelle. Beaucoup d'efforts sont faits et permettent effectivement de pouvoir passer à échelle certaines initiatives. Mais très souvent, on n'arrive pas à capturer suffisamment de données qui permettent de montrer un impact fort des éléments qui sont mis en place pour pouvoir améliorer le système de santé et même aussi l'offre et la demande dans tous les deux sens. Et c'est là où effectivement, il faut qu'on ait des réflexions tout à fait sérieuses. Dr Cheikh a dit tout à l'heure ici qu'il y a eu une grève au Burkina de 6 à 8 mois qui a impacté le système de santé. Et effectivement, lorsque vous regardez les données du Burkina, pendant 6 à 8 mois, il n'y a aucune donnée. Il n'y a aucune donnée revenant des services de santé, ce qui impacte profondément sur le retour en matière de connaissances et d'apprentissage sur les interventions qui sont faites. Pendant ces 6 à 8 mois, il y a les interventions qui continuaient, mais on n'avait aucune donnée qui permettait de dire que le système a été suffisamment fort, ou bien le système permet aujourd'hui de montrer une contribution, une continuité de ces approches. Et c'est ça le véritable problème. Il faut que notre système de santé soit repensé, système d'information sanitaire soit repensé pour pouvoir être à même de rendre les données suffisamment fortes. Et peut-être il faut travailler dessus. Ici, il y a une approche à haut impact là-dessus qui dit bien que le système d'information sanitaire est un élément aussi de passage à échelle qui permet de rendre nos systèmes solides. Et à ce niveau, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse encore autrement pour voir comment on peut renforcer cet aspect. Merci. Oui, merci beaucoup, Rodrigue. C'est vrai que tu as touché quand même du doigt des éléments assez critiques par rapport au passage à échelle des interventions, notamment des pratiques à haut impact. C'est vraiment dommage que le temps ne suffit pas vraiment pour aller encore plus en profondeur, parce que je suis sûre qu'il y en a qui ont encore beaucoup d'expérience et des choses à partager. Je vais quand même essayer rapidement de faire un point de cette session-là et de passer après la parole à Marie pour donner le mot de clôture. Alors, on l'a bien vu dans les différentes interventions que les pratiques à haut impact, tout le monde, on est tous d'accord sur la nécessité et sur la pertinence de cette pratique-là. Là n'est pas la question. On est également d'accord que ce ne sont pas des pratiques nouvelles, entre griffes, mais c'est beaucoup plus la manière dont c'est résumé en termes comment je vais dire, ce qu'on appelle le packaging, la manière dont cela a été fait et qui permet vraiment aux acteurs de mise en œuvre que nous sommes de pouvoir réellement tirer parti de ces pratiques-là et de les mettre en œuvre tout en les s'adaptant à nos contextes, parce que c'est aussi ça le clou le nœud du problème, parce qu'il faut pouvoir contextualiser chacune de ces pratiques-là pour être en mesure d'avoir des résultats efficients. Et en dehors de ça, on l'a abordé, même si c'est brièvement, l'épineux problème du passage à échelle. Oui, tout est très beau dans la période où on met en œuvre ces projets-là, mais après, c'est un grand défi. Et je pense également qu'un des éléments qu'on oublie souvent, c'est parce qu'à l'entame du projet aussi, on ne planifie pas ce passage à échelle. Donc, comme quelqu'un l'a dit, il faut vraiment qu'on repense un peu comment est-ce qu'on fait en sorte que le système d'information dans lequel on met en œuvre toutes ces pratiques-là soit repensé pour nous permettre réellement de planifier ce passage à échelle-là et de donner beaucoup plus de chances de voir les gains qu'on aurait acquis durant la période de mise en œuvre puissent perdurer au-delà de la vie du projet. Merci beaucoup d'avoir participé à ce débat, même si le temps n'a pas été comme on le souhaitait, mais je pense quand même qu'on a jeté une base, et je pense qu'au sein de la communauté, notamment de la communauté francophone, on va continuer à discuter de ces éléments-là en utilisant d'autres plateformes. Je vais donc passer la parole à Marie, qui a juste 5 minutes pour nous donner le mot de clôture sur cette session. Et merci à tous les panélistes, à tous ceux qui ont intervenu et à tous les participants. Et à très bientôt. Merci beaucoup. Marie, à toi. Merci beaucoup, Ginette. Alors, chers participants, tout d'abord, je voudrais vous adresser nos sincères remerciements
à tous ceux qui nous ont rejoints sur la plateforme Zoom et ceux qui nous ont rejoints sur la plateforme YouTube, de vous être rejoints à cette session donc en marge de la conférence internationale pour la planification familiale. Merci infiniment également à Ginette pour l'excellente modération et à tous ceux qui ont eu à partager leurs exemples et expériences et qui ont pu ainsi enrichir cette discussion. Donc notamment Dr Sheikh, Dr Marguerite et puis Dr Della. Et une appréciation toute particulière pour avoir parlé et avoir pu toucher justement ce contexte sanitaire dans lequel nous sommes présentement. Les pratiques à haut impact sont essentielles afin d'innover et nous permettre d'apporter plus d'efficacité et d'efficience dans les programmes de planification familiale.